Bonjour et bienvenue à ce point sur l'actualité sur Diaspora News. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur deux sujets principaux. Le premier, c'est l'avènement de la Super League de football et le second, c'est le limogeage de José Mourinho. Dire que l'avènement de la Super League de football agite le microcosme footballistique serait presque un euphémisme des plus candidats, tellement depuis l'annonce de cette Super League, le monde du football est presque, on pourrait dire, en ébullition. Mais entendu que vous avez sûrement depuis hier déjà beaucoup lu, regardé des vidéos sur ce thème, je voudrais aujourd'hui, au sujet de cette Super League, répondre à trois questions. D'abord, avant de revenir à ces questions, il y a deux images qui ont retenu notre attention hier. La première, c'est celle du prince William, non moins duc de Cambridge, qui prend rarement la parole pour ce qui est des affaires du football, qui a pondu un communiqué hier pour dire qu'il était du côté de ceux qui aiment le football et que ce football-là, le football des fans, devrait être défendu. Le second, c'est lors du match Leeds United contre Liverpool hier, où les supporters avaient des banderoles où ils disaient "Say no to Super League" et des joueurs arboraient des tricots où on pouvait lire "Football is for fans". Et des actions comme ça seront encore vues dans les prochains jours et seront répétées pour ceux qui sont contre cette idée de la Super League de football. Revenons aux questions. Qu'est-ce que la Super League de football? La Super League de football est donc cette idée des poids lourds, on peut dire ainsi, du football européen. Pour le moment, 12 équipes. On a 3 équipes en Espagne, le Real, le Barça et l'Atlético. 6 équipes en Angleterre qui forment, on peut le dire, le noyau dur, les deux équipes de Manchester City et United, à Chelsea de London, Arsenal, Tottenham et enfin Liverpool. Et 3 équipes italiennes, les 2 équipes de Milan plus la Juventus. Viendraient s'ajouter donc à ces 12 équipes 3 qui seraient le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. On aura donc comme club fondateur 15 équipes. À ces 15 équipes viendraient donc s'ajouter chaque saison 5 équipes qui seraient soit triées sur le volet dans les différents championnats ou alors qui se qualifieraient. Donc on aura donc droit à une formule de, euh, de 2 poules de 10 équipes qui se joueront en aller et retour. Et au terme de 5 matchs, 3 équipes de chaque poule seront directement qualifiées. Les quatrièmes et les cinquièmes joueront des barrages et viendraient donc compléter le club des 6 pour les quarts de finale, ensuite les demi-finales et la finale. Pourquoi là, et ça, c'est notre seconde question, pourquoi une Super League? Les Allemands diraient "Es geht nur um Geld, it's the money time". Il s'agit simplement d'une affaire d'argent. Là, dans le format de la Champions League actuelle, 2 milliards de francs sont repartis à 32 équipes. Or, dans le format de la Super League tel qu'il est institué, 6 milliards de francs seront repartis à 20 équipes. Chaque équipe participant à cette Super League recevra 350 millions d'euros. J'ai dit tout à l'heure de francs, 350 millions d'euros, autant pour moi.
Et les équipes fondatrices, donc les 15 équipes fondatrices de cette Super League recevront pour le départ, pour la construction des infrastructures et autres, 3,5 milliards de francs. Donc, il s'agit simplement d'une affaire d'argent. Ces clubs européens, estimant qu'elles ont été touchés de plein fouet par le Covid, qui n'est d'ailleurs pas encore fini, veulent générer une autre source de revenus. Sauf que, en décidant de vouloir jouer les mardis, les mercredis et les jeudis, on voit très très mal comment on pourrait avoir une Super League et une Champions League. Maintenant, la troisième question et la dernière, c'est celle de savoir qui en sont les principaux intervenants, qui en sont les acteurs. On a la très puissante ECA, qui est l'association des clubs professionnels européens, présidée actuellement par Florentino Pérez et secondée par Agnelli de la Juventus de Turin, eux qui estiment que les grandes équipes sont celles qui génèrent le plus de revenus et elles devraient en être les premiers bénéficiaires. On a l'UEFA, dirigée par Alexander Čeferin, qui est l'instance fêtière du football européen, qui, au lieu de la Super League, proposerait plutôt une réforme de la Champions League actuelle qui passerait de 32 à 36 équipes et qui, il faut le dire, avait engagé des négociations avec ces gros cadres européens pour voir comment on pouvait trouver une issue, sauf qu'à la fin, lorsqu'il a été de décider qui aura donc le dernier mot, qui sera le monsieur plus de cette histoire, les clubs européens de la ECA ont mis leur veto et estimant que pour ce qui est des droits TV et des droits d'image, c'est l'ECA qui devrait avoir le dernier mot. Maintenant, cela a escalé et on en arrive à une situation où ces clubs décident donc d'opter pour cette Super League européenne. Le troisième larron dans l'histoire, et vous demanderez certainement ce qu'il vient y faire, c'est la FIFA. La FIFA de Gianni Infantino. Gianni Infantino, qui est ancien secrétaire général de l'UEFA sous Platini comme président. La FIFA, qui elle-même n'est pas en odeur de sainteté avec l'UEFA, qui ne voit pas d'un bon œil la réforme de la Coupe du monde des clubs, qui verra à partir de 2022 la participation non plus d'une seule équipe européenne, mais de 8 équipes européennes. L'UEFA qui ne voit pas d'un bon œil la réforme de l'actuelle Coupe des Confédérations, l'UEFA qui ne voit pas d'un bon œil que la FIFA crée de plus en plus des compétitions, ce qui réduit un peu le champ d'action de l'UEFA. La FIFA se retrouve donc actuellement dans une position presque d'arbitre. Parce que pour donner plus de poids aux sanctions qu'elle décide, aux moyens de pression qu'elle décide maintenant de mettre sur ces clubs fondateurs de la Ligue de football professionnel, l'UEFA aura besoin de la FIFA pour interdire aux joueurs ou aux équipes, aux joueurs devant évoluer dans cette Ligue de football professionnel de jouer des compétitions. L'UEFA, en dehors des compétitions sous son égide, aura donc besoin de la FIFA. La FIFA qui pourra utiliser cela pour se positionner encore plus fort comme étant l'instance fêtière du football mondial. Ça tombe très mal pour l'UEFA actuellement dans ses rapports avec la FIFA de Gianni Infantino. Maintenant, quel est véritablement l'avenir de cette Super League? On voit très très mal, même si ces équipes sont vraiment des cadres du football européen, même si on ne peut pas imaginer une Champions League sans le Real Madrid, sans le FC Barcelone, sans l'Atlético de Madrid, sans Manchester United, sans Manchester City, à la vérité, il convient de dire que les créateurs de cette Super League seront obligés de négocier.
Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une ligue contre les supporters. Les acteurs du football sont contre cette Super League. Les supporters n'en veulent pas. Les joueurs eux-mêmes, qui sont les principaux acteurs, n'en veulent pas. Les entraîneurs de foot aujourd'hui n'en veulent pas. Les gouvernements qui à tout moment pourraient mettre un droit de veto, qui à tout moment pourraient même interdire à ces rencontres de se tenir, n'en veulent aussi pas. Donc, l'UEFA sera obligé de négocier avec l'UEFA pour essayer de trouver une issue favorable. Augmenter à cela, c'est que la Super League a maintenant été créée par 12 équipes, mais au départ, elle devrait être 15. Donc, le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund et le PSG, à la dernière minute, ont fait marche arrière et voilà, il n'est pas évident qu'ils viennent donc compléter ces 12 pour aller à 15. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, qui a d'ailleurs refusé de prendre la présidence de l'ECA que voulait lui céder le président du Real Madrid, Florentino Pérez. La première victime, donc, ce qui nous ramène directement à notre deuxième thème, la première victime a été José Mourinho. Même si José Mourinho était déjà sur la sellette, même s'il était presque évident que José Mourinho quitterait son poste d'entraîneur de Tottenham Hotspur à la fin de la saison, ce qui a jeté de l'huile sur le feu, c'est que José Mourinho, hier, pour protester contre l'avènement de cette Super League-là, a décidé d'entraîner ses joueurs, ce qui a précipité presque son licenciement. Parlons de José Mourinho. C'est qui José Mourinho? José Mourinho, c'est cet entraîneur captivant qui a construit sa réputation sur 2 points principaux: le plan technique et le plan relationnel ou communicationnel. Sur le plan technique, Mourinho est celui qui a amené des équipes qui, techniquement moins fortes, footballistiquement moins fortes, qui les a amenées à comprendre qu'elles pouvaient tenir tête aux équipes plus fortes, on va le dire ainsi. Mourinho, c'est celui-là qui devient champion d'Europe avec le FC Porto, alors que personne ne compte sur le FC Porto, alors que l'on ne sait combien de joueurs déjà confirmés évoluent sous le maillot du FC Porto. Mourinho, c'est celui qui devient champion d'Europe avec l'Inter de Milan, où la seule star internationale évoluant dans l'équipe s'appelle Samuel Eto'o. À l'époque, les Milito n'étaient pas encore des joueurs internationalement connus et reconnus, mais il est devenu champion d'Europe, gagnant le Barça en demi-finale au match aller 3-1 et allant défendre ce score au Camp Nou, évoluant presque 75 minutes à 10. Mourinho était cet homme-là qui a donné une autre image au jeu de contre, qui a perfectionné, qui a utilisé le jeu de contre à la perfection. Mais Mourinho était surtout cette machine à gagner, celui qui a amené les gens à comprendre que le football n'était pas seulement le beau jeu, que le football était de l'efficacité. Il a été champion avec Porto, il a été champion avec l'Inter, il avait été champion avec le Real, il a été champion avec Chelsea. L'un des rares à avoir été champion dans 4 championnats différents. Mais Mourinho, c'était aussi celui-là qui savait jouer dans la communication et jouer dans le relationnel. Prendre la pression sur lui et libérer ses joueurs de cette pression-là. Mourinho était celui-là pour qui ses joueurs étaient prêts à mourir, étaient prêts à tout donner. Quand vous voyez un des joueurs de Mourinho jouer un derby, il ne vous disait pas que je vais jouer pour mourir pour l'équipe, mais il disait je vais tout donner pour José Mourinho, parce qu'il était parvenu à construire ce relationnel-là avec ses joueurs. Mais c'est ce même Mourinho qui, au soir de sa carrière, si on peut le dire ainsi, est devenu presque lui-même, l'ombre de lui-même. Mourinho, de qui plusieurs entraîneurs se sont inspirés, a été battu sur son propre terrain. Ça veut dire le pressing
le jeu de pressing qu'il a appris, duquel plusieurs entraîneurs se sont inspirés, ils l'ont fait et ils l'ont perfectionné. Le Real Madrid de Zidane, qui remporte des Champions League en n'en plus compter, s'est inspiré du système de José Mourinho, mais l'a perfectionné. Le Liverpool de Jürgen Klopp, champion d'Angleterre, vainqueur de la Champions League, s'est inspiré du jeu de José Mourinho, mais l'a perfectionné. Plusieurs équipes se sont inspirées de ce système-là. Mais pendant que Mourinho était resté sur un système de contre presque traditionnel ou statique, ceux-là se sont armés des armes, des outils encore plus modernes pour perfectionner leur système de compte. Mais la plus grosse chute de Mourinho vient sur le plan relationnel. Ce qu'il avait fait de lui, cet homme spécial, cet homme qui avait ce rapport privilégié avec ses joueurs, ce Mourinho-là est devenu l'ombre de lui-même. Comment pouvez-vous réussir dans une équipe comme le Real Madrid si vous vous attaquez à Sergio Ramos et à Iker Casillas? Comment pouvez-vous réussir quand vous revenez à Chelsea si vous avez Frank Lampard contre vous? Comment pouvez-vous réagir à Manchester United si vous avez un Paul Pogba et le cadre du vestiaire contre vous? Comment pouvez-vous réussir à Tottenham si vous avez en fin de compte un Kane et un Gareth Bale contre vous? C'est ça qui a plongé Mourinho, c'est ça qui a tué la lumière du grand Mourinho, c'est ça, ce relationnel avec ses joueurs. Ce qui attend faire la force du Special One, cet homme qui était prêt à mourir pour ses joueurs, qui défendait ses joueurs, il est devenu leur premier pourfendeur. Et la leçon que nous devons tirer de cela, c'est que le football ne peut pas se faire dans les footballeurs. Un entraîneur ne peut pas gagner s'il n'a le vestiaire pour lui. Car le football se gagne par les footballeurs et le vestiaire est sacré. L'entraîneur a intérêt d'avoir des rapports privilégiés et positifs avec ses joueurs. Merci d'avoir été là ce matin pour nous écouter. Nous voulons faire un petit clin d'œil aux jeunes Daryl Feugueux du côté de l'Alsace, fidèle abonné de Diaspora News. Comme lui, abonnez-vous, faites suivre. Merci et à la semaine prochaine pour le décryptage des demi-finales de la Champions League 2021. Bonne journée et restez en santé.